Ironhead, page 301. Général Wild et le général Stevenson entrèrent dans la salle présidentielle. Des hommes de la sécurité étaient placés partout. Dehors, on défilait dans les rues en slogan des propos de fin du monde. Le président des États-Unis reçut les deux officiers supérieurs dont il demanda de s'asseoir en face de lui. « Eh bien, messieurs, que signifie tout cela ?» fit le président. « Monsieur le Président, cette affaire est classée comme anormale. C'est un dossier spécial. Êtes-vous au courant de l'affaire, le rapport Mysterious ?» demanda Harry. « Absolument, fit le président. Et le rapport Condor ?» demanda Tony. « Oui, dit le président. Eh bien, monsieur le président, ces deux affaires sont liées. Le météore n'est que la conséquence du dénouement de ces deux étranges affaires, fit le général Wild. Nos renseignements ont découvert l'existence du peuple atlante et ce qui a été révélé coïncide parfaitement avec cette trahison, l'entité maléfique extraterrestre, les Sidoniens. Les Sidoniens, monsieur le président, continua Harry. L'Atlantide ayant contacté les Uraniens a provoqué des failles dans le système de sécurité et les fuites n'ont pu s'arrêter, provoquant ce désastre, expliqua le général Tony Wild. Ils n'ont pas passé Namori en conférence à la télévision, demanda le général Stevenson, choqué. Non, nous ne sommes pas encore à ce stade, dit le président. En se levant du bureau, il dit « La NASA n'a pu étouffer l'affaire. Les journalistes, tous ici, suivent les évolutions du météore. L'observatoire d'Arecibo et la plupart des observatoires du monde entier restent en contact avec ces moindres variations de trajectoire. Mais nous avons une chance de pendu, dit le président. L'existence d'extraterrestres n'est pas prise au sérieux. Les médias n'arrivent pas à la faire admettre au public. Bien sûr, monsieur le président, les gens ne croient apparemment que ce qu'ils voient, dit Harry. J'ai lu le rapport Condor. Il m'a valu plusieurs jours pour admettre la chose. Le missile a pourtant été réparé, dit le président. Ironhead veut nous sauver une fois de plus, monsieur le président, dit Wild. Expliquez-vous, général Wild. Les caractéristiques biologiques de mon corps intéressent Ironhead. Ils vont me lancer dans l'espace pour pulvériser le météore. C'est ce qui m'a été révélé hier soir, dit le général Wild. J'ai classé cette affaire et j'ouvre un nouveau dossier, général. Je suis fier de faire passer une étape nouvelle de l'histoire de l'humanité après l'homme sur la Lune, l'homme chassant le météorite belliqueux avec des amis martiens, dit le président américain en riant. Chapitre 14, le chariot de feu. En quelque sorte, dit le bon Harry Stevenson, vous avez carte blanche, messieurs, mais sachez que l'existence d'extraterrestres ne doit jamais être divulguée, fit le président des États-Unis, d'un ton courtois. Les deux généraux se mirent en garde à vous et ils quittèrent la Maison-Blanche en marchant à vive allure. Wild s'adressa à Harry. Ironhead ne va pas tarder à nous contacter. Puis ils quittèrent le bâtiment sous les saluts incessants des militaires. Leur limousine quitta les lieux à destination d'une base militaire. Le président vous a cru, Tony. Il va nous aider. L'affaire du Condor est réelle. Un missile de dernière génération ne peut se réparer tout seul. Le problème réside dans le fait d'éviter la grosse panique, la grande trouille. C'est là le véritable problème, dit le général Harry. Je n'ai pas pensé de questionner Ironhead sur l'élite des astrofighters, sa composition. S'il y aurait des pilotes humains, continua Wild. Peut-être, lorgna Harry. La limousine s'engagea dans la base sous le salut des officiers gardant l'entrée. Des hélicoptères Comanche décollèrent toutes les dizaines de minutes pour surveiller et faire des vols de reconnaissance. L'automobile s'arrêta enfin en face d'un hangar fermé. Wild et Stevenson descendirent. Un militaire ouvrit le hangar. « Ça alors, fit Tony Wild.
C'est arrivé hier soir de la part d'Ironhide, fit le général Harry Stevenson. Il est opérationnel demanda Wilde. À 100%, fit Harry. Devant lui, à quelques pas, était stationné un chasseur stellaire issu de la haute technologie des Uraniens. Il décolle du sol ou de la mer demanda le général Wilde. En VTOL, le général Stevenson. Tony retira sa casquette, il se dirigea vers l'engin, grimpa à bord après avoir ouvert la verrière. C'est un véritable monstre d'acier, mais je ne pensais pas qu'Ironhide le laisserait être disposé sur Terre. Il est plus grand que le chasseur que j'ai piloté dans l'espace, dit Tony Wilde. Il reprit. Ce chasseur est notre seule chance de fragmenter le météore. Je n'ai jamais piloté un tel engin. Son cockpit rappelle le chasseur stellaire d'Ironhide. Quelle puissance! Il quitte la Terre, engage une bataille spatiale et retourne à sa base initiale. Aucune technologie humaine ne peut faire cela, dit Harry en soufflant d'émotion. Il y a visiblement 2 places dans la cabine. Installez-vous, Harry, dit le général Tony Wilde. C'est très confortable. Ironhide va nous en fournir une escadrille de 20 prototypes, chacun pouvant développer une énergie destructive de milliers de bombes atomiques. Sans parler des lasers destructeurs, la science des Uraniens est plus évoluée que la nôtre, général souffla le général Harry Stevenson. Une tête familière se présenta sur la partie gauche du cockpit. « Ça va là-dedans ?»« Oh, tous mes respects, monsieur le président, » dit le général Harry surpris. « Nous avons ordre de placer la bannière des Nations Unies sur la carlingue de cet engin, » dit le président des États-Unis. Le général Wilde ouvrit la verrière et salua le président. Les 2 astronautes mirent pied à terre. Nous avons eu l'autorisation du Conseil de l'ONU pour former les meilleurs pilotes de ces magnifiques engins stellaires, dit le président. Pourquoi Ironhide ne nous propose-t-il pas directement à partir de la base spatiale Nous ne propulse-t-il pas directement à partir de la base spatiale demanda Wilde. Nous sommes incapables de vous répondre. J'émets l'hypothèse de facteurs biologiques. L'impact psychique, probablement. L'extraterrestre doit savoir mieux que nous. Les humains sont meilleurs combattants en quittant directement le sol terrestre, expliqua le président américain. Tout doit rester secret. Tout doit avoir l'air d'une technologie humaine et non extraterrestre. C'est là le véritable message. En ce 21e siècle, nous ne sommes pas encore prêts à rencontrer directement l'intelligence venue de l'espace. Tout doit se faire par étapes, lentes et successives, expliqua Harry. Dans le secret, le président Wilde et Stevenson quittèrent les hangars protégés par les agents de sécurité. Le président donna rendez-vous aux 2 militaires quelque part dans la campagne américaine. Les 2 officiers supérieurs de l'Air Force rejoignirent leur famille. Wilde dînait tranquillement avec sa femme Hélène dans leur luxueuse villa de Los Angeles. Il restait soucieux sans le montrer, pensant sans cesse à Ironhide qui devait lui révéler le moment où, lancé à bord de l'intercepteur stellaire, il donnerait la chasse et pulvériserait l'astéroïde géant, ce corps céleste que l'on appelle communément météore. Wilde avait maintenant 40 ans et perplexe. Allait-il atteindre son objectif? Ou la Terre allait-elle simplement être percutée par ce bolide venu de du fin fond des galaxies? Les Uraniens ne pouvaient piloter le chasseur spatial qu'ils avaient visité avec le général maintenant vétéran. Il fallait des critères rigoureux de sélection et il était probablement le seul à pouvoir contrôler entièrement ce modèle de chasseur ressemblant à celui qu'il avait maîtrisé contre les Sidoniens. Une formation de pilotes astronautes de l'ONU devait voir le jour et il en ferait partie. Une porte du salon s'ouvrit violemment. Devant lui se tenait debout un personnage qu'il connaissait bien. « Général Wilde, je suis venu vous voir directement et en secret, dit la silhouette. « Kourotakis, vous ici ?» fit Wilde.
Le grec entra dans le salon, il s'assit doucement dans un fauteuil. Wilde vit qu'il n'était pas hostile. Il vérifia cependant une arme dans un tiroir qu'il avait ouvert discrètement, au cas où Yanis aurait des intentions suspectes. « Voici mes preuves, général Wilde, voici cette photo. Elle n'a pas été truquée. Vous pouvez la faire vérifier au laboratoire de police. Cet être qui me ressemble comme un jumeau est un extraterrestre. Par mes moyens, j'ai réussi à élucider ce mystère, dit Yanis Kourotakis. Wilde pensa à Ironhead. Il avoua. Je vous crois, monsieur Kourotakis, je vous crois. Ne vous justifiez plus, l'atmosphère se détendit. Cependant, je voudrais savoir quelque chose. Qui a construit l'airstrip sous-marin? Ce n'est pas vous, Yanis, interrogea Wilde. Lorsque j'ai enlevé Thomas Hawker pour lui dérober les plans de l'YF-24, je lui ai fourni l'explication suivante. Nous sommes des mécènes de l'armement humain. Nous collectionnons les armes les plus chères et les plus rares, voire insolites. Cela va du simple poignard au missile le plus perfectionné. En réalité, je n'ai vraiment eu la preuve réelle de l'existence des Uraniens qu'au jour où il m'est neutralisé dans ma villa. Je n'ai toujours obéi qu'à des ordres anonymes, dit le grec en avalant un verre de bourbon. La femme de Wilde ouvrit la porte du salon. Elle lâcha un « oh » de stupéfaction. « Soyez sans crainte, chérie, c'est un ami, » dit le général Wilde. Le téléphone sonna. Tony reçut l'appel. « Oui, c'est Wilde à l'appareil. Que voulez-vous » dit-il. « Tony, c'est Stevenson. Je t'attends demain matin à la base. Il y a du nouveau à 10 heures précises. Au revoir. » Et il raccrocha. Wilde éteignit son portable. Yanis Kourotakis lui tendit une disquette informatique. Elle contient les plans de l'YF-24. Elle n'a jamais quitté le territoire des États-Unis, dit celui-ci. Wilde saisit la disquette, monta dans sa chambre à coucher, ouvrit un petit coffre-fort et l'y plaça, referma en prenant soin de mélanger les 5 chiffres de la combinaison d'accès. Après, il revint au salon, dévisagea le grec et dit... Je ne sais pas si je dois vous arrêter ou vous relâcher, ou vous croire sur parole en policier. Je dois vous mettre des menottes pour un procès contre abus sur la personne de Thomas Hawker. Mais en militaire, et d'après ce que j'ai vécu, vous êtes pour moi aussi innocent qu'un bébé. Yanis se leva, il dit « Je dois vous quitter à présent. » Wilde regarda sa femme longuement et il lâcha. Quelle histoire! Le grec s'en fut comme il était venu. Discrètement, il quitta la villa du général la villa du général Wilde. Tony le regarda s'éloigner dans le jardin. Il resta pensif. Yanis Kourotakis monta dans une voiture sombre et il disparut dans la nuit américaine. Tony Wilde saisit sa femme dans ses bras, l'embrassa longuement et lui dit « Je vais acheter un Cessna 182S. Tu pourras te balader avec des amis et même prendre des cours de pilotage. » « Ah, vraiment, chérie, répondit-elle. J'ai hâte de piloter un avion. Pour une Curtiss, ce ne sera pas la mer à boire. » La nuit se passa sans problème. Vers 10 heures du matin, Wilde se présenta à la base militaire de Los Angeles. Dans les quartiers fermés de l'US Air Force, en uniforme bleu d'aviateur, il arriva devant une porte en bois sombre où on pouvait lire « Headquarters of US Air Force, Général Harry Stevenson ». Wilde frappa. Une voix dans un micro lui dit « Entrez, Tony ». Ce bureau, Wilde le connaissait parfaitement. Il communiquait avec un second bureau par une chambre. Non loin de là, sa photo y était accrochée avec un grand nombre de cadres de chasseurs. Un lieutenant le salua. « Mes respects, mon général », et il claqua les talons, la main levée sur sa casquette bleue. Le général Wilde se tourna vers le bureau de ce bon et Harry Stevenson, qui le pria de prendre place. « Asseyez-vous donc, général, dit celui-ci. » Wilde retira sa casquette.
Après l'affaire de sauvetage du 777, vous êtes promu au grade de général de brigade aérienne. Wild, mais cette affaire du météore n'ayant point terminé, vos décorations seront en votre possession ultérieurement. J'ai vu le secrétaire général à la Défense et une séance vous sera conviée après audience spéciale, dit le général Harry. Il reprit. Ironhead a contacté les hautes sphères. Il va lancer l'opération. Le vol d'essai du chasseur intercepteur stellaire, c'est pour bientôt. J'ai ici quelques notions écrites et de la documentation fournie dans le plus grand secret. Comment piloter le chasseur en fascicule simple? Regardez, vous-même, général, c'est de la haute technologie. Nous autres humains sommes encore incapables de créer pareille structure. Mes souvenirs me replacent aux commandes du premier chasseur uranien, celui dont je me suis servi pour repousser les Sidoniens il y a quelque temps. Vous voulez dire quelques années, lâcha Harry, le regard froid. Cet engin est plus gros, plus grand, plus vaste, plus lourd, dit Tony Wilde. Normal, c'est la logique même pour quitter l'attraction de la Terre. Lorsque vous serez à proximité de la Lune, ses caractéristiques seront modifiées. Dans l'espace, il doit être aussi maniable, sinon plus facile, qu'un scooter. Continua Harry. Le général Wilde regarda attentivement les documents du chasseur spatial. Il fut surtout impressionné par la taille. Comment un engin d'apparence aussi lourde pourrait-il quitter l'attraction terrestre vis-à-vis de sa taille faible en décollant du sol, se dit-il intérieurement. En gros, ce chasseur a les caractéristiques et les fonctions imagées du Hawker Siddeley ou du Hawker arrière avec la taille exagérée de la navette spatiale. Quelle aubaine, conclua le général Wilde. Nous avons programmé pour vous une semaine de mise en forme contre les contraintes de l'espace auxquelles vous serez soumis, général, dit Stevenson en ouvrant une boîte de chocolat. Après l'opération d'essai, de lancement et le vol de reconnaissance, nous serons fixés. Vous en voulez? Fit Harry en tendant la boîte ouverte. Wilde saisit quelques pralinés et lâcha un merci. Subitement, les cheveux des deux militaires se hérissèrent. Les deux hommes se regardèrent. Harry, général en chef de l'US Air Force, laissa passer. Nom de Dieu, Tony, c'est Ironhead, l'extraterrestre veut nous voir tout de suite. La soucoupe n'est sûrement pas loin. Sacrée tête de trépassé de Tony, les choses vont de plus en plus vite. Le général Harry écarquilla ses yeux bleus. Il balbutia. Ils sont là, juste au-dessus de la base, ces sacrés Uraniens. Allons vite vers l'Area 51. Les deux hommes revêtirent leurs casquettes en regardant le ciel qui commençait à se couvrir rapidement par de gros cumulus blancs. Ils hâtèrent la cadence de leur marche vers une Jeep stationnée devant l'établissement. Le véhicule de l'US Air Force démarra à toute vitesse, semant la panique tout autour. Tony Wilde fut bousculé si fort qu'il s'accrocha à la poignée de ses deux mains. La tête brûlée d'Harry Stevenson mit pied au plancher en direction des hangars de l'Area 51. La Jeep filait à vive allure. Wilde posa sa main sur sa casquette pour l'empêcher de s'envoler. Tout à coup, la Jeep ralentit. Elle fit des mouvements de va-et-vient. Wilde hurla. Saloperie d'essence, la Jeep s'arrêta. Le général descendit. Il donna un grand coup de pied dans la carrosserie. 25 livres de purée au fromage. Il n'y a plus de fioul. L'Area 51 était à 300 mètres de là. Le général était visiblement fâché. Et j'ai donné l'ordre de la remplir tous les jours. Ah, si j'attrape le nigaud, il passera un mauvais quart d'heure. Tout à coup, le général lorgna vers la droite. Un char était stationné dans un hangar. Il dit « Général, venez un peu par ici, j'ai une idée. » Les deux hommes se dirigèrent vers le blindé. Harry sauta sur la tourelle, il l'ouvrit et fit un geste à Tony qui voulait dire « Venez ». Harry s'installa aux commandes, Tony resta en haut. Le char démarra. Harry accéléra droit sans crier gare. Le président des États-Unis fut surpris de voir rappliquer un char. Celui-ci s'arrêta net devant les gardes du corps qui ne savaient où avait surgi ce blindé. Le général Wilde sauta à terre. Harry coupa l'alimentation électrique de l'Abrams qui souffla des gaz.
Il apparut tout en haut en disant « Je suis désolé, Monsieur le Président, de venir ainsi au rendez-vous. » Wilde revêtit une combinaison d'astronaute extrêmement légère et souple. Il grimpa dans le cockpit du chasseur spatial. Le président et quelques personnalités s'éloignèrent. Harry donna des ordres afin d'évacuer la zone 51. Le chef d'État américain monta dans une limousine au verre fumé, accompagné du général Harry. Ils quittèrent les lieux. La zone fut désertée à plusieurs kilomètres à la ronde. Wilde resta attentif. Les ordres de l'Uranien Ironhide allaient sans doute pleuvoir dans ses tympans, filtrer un bruit apaisant. Le général Wilde ferma une ceinture de sécurité. La voix de l'extraterrestre lui caressa les oreilles. « Général Tony Wilde, appuyez sur les boutons qui s'allumeront au fur et à mesure. » Un bruit pareil à un sifflement enveloppa les lieux. Le hangar explosa d'une façon spectaculaire. Ses murs furent projetés et brûlèrent. Le chasseur spatial était en marche. Sur un écran en face de lui, les directives apparaissaient. Wilde fut saisi d'une sensation d'écrasement. L'engin des Uraniens s'élevait doucement. Quelle sorte d'énergie pourrait bien, se demanda Wilde. À 2000 pieds, Wilde tenait un manche à balai qu'il ramena vers lui, ce qui fit pousser le nez du chasseur vers le ciel de plusieurs degrés d'inclinaison vers le haut. Tony Wilde reçut l'ordre d'activer la poussée. L'engin atteint une vitesse supersonique en quelques minutes. Un ordre lui fit donner afin de rétablir une pression ambiante normale, ce que fit le général Wilde. L'engin est pressurisé, se dit Wilde. Successivement, son casque d'astronaute en HUD s'emplissait de données. Wilde les suivait attentivement. « Vous êtes à présent au-dessus de l'Alaska. » Le chasseur spatial fonçait dans les hautes couches de la stratosphère. « Ramenez la poussée, lui dit Ironhide. »« Ok, fit Wilde. »« Allumage des boosters, reprit Ironhide. » Wilde enclencha un dispositif qui s'était mis à clignoter. « Poussez au maximum, lui somma Ironhide. » Tony Wilde n'en croyait pas ses yeux. Devant lui, dans le ciel obscur, tournoyait une soucoupe volante. « Soyez sans crainte, je vous devance, lui dit l'être de l'espace. Vous êtes sur orbite, affirma l'Uranien. Désenclenchez la poussée, reprit-il. Wilde sentit son cœur se froisser. Le chasseur était satellite de la Terre. Coupez les réacteurs, dit Ironhide. Devant Wilde se dessinait l'océan Pacifique. Il commençait à discerner l'Australie. Ironhide lui demanda de le suivre. Wilde propulsa le chasseur spatial derrière la soucoupe dans le ciel étoilé. Au bout d'un certain temps, le général Wilde reconnut la base des Uraniens, flottante dans le vide, éclairée d'un halo de lueur solaire. L'Uranien lui indiqua une procédure d'approche. Il fit un accouplement du chasseur avec la base après une demi-heure de manœuvre. Wilde quitta son siège et se présenta à l'arrière de la cabine pour ouvrir un sas de communication vers la base. Flottant dans l'espace, il perdit connaissance. Le passage entre les deux mondes s'acheva par intervention des Uraniens. Son chasseur stellaire arrimé, Wilde s'éveilla assis dans un fauteuil confortablement, son casque d'astronaute posé à côté de lui sur le sol. Ironhide, au visage d'amiante, le dévisageait. « Nous avons franchi un nouveau pas, général Wilde. Notre mission a réussi grâce à vous, lui dit l'Uranien. Avez-vous des difficultés à piloter le chasseur demanda Ironhide. Aucune, avoua Wilde les yeux mi-clos. Nous allons discrètement faire descendre sur Terre une vingtaine de chasseurs stellaires. Ils seront pilotés par les forces de l'Organisation des Nations Unies afin de se préparer à l'interception du météore gigantesque, qui fonce sur votre planète. Bien, fit le général Wilde. Les Européens et les Russes, ainsi que la Chine et le Japon,
forment des pilotes dans le plus grand secret, une patrouille, non, je dirais des escadrons par sélection successive pour détruire ensemble le météore, dit Ironhide. Où se trouve le météore demanda Wilde. L'Uranien appuya sur une touche et l'image du cours céleste apparut se déplaçant dans l'espace. Il fonce vers la Terre à des millions de kilomètres à l'heure. Il est plus gros que la Lune. Il se trouve actuellement à quelques mois de la collision. Nous avons déposé un chasseur stellaire à proximité des bases principales de recherche scientifique d'astronautique sur la Terre. Vous devez à présent être informé de l'armement du chasseur. Regardez, l'arme nécessaire pour atteindre l'objectif est un rayon qui, frappant le corps céleste, le fragmentera. C'est un rayon de fragmentation. Il créera une onde de choc si puissante à l'intérieur du météore que la structure de cet immense astéroïde sera la fissuration de son noyau et sous les forces de sa progression, un éclatement résultera. Une série de météores plus petits seront toujours menaces de votre planète. C'est alors que vous entamerez une course à la destruction de ces corps lancés à grande vitesse sur la Terre. Votre escadron sera alimenté de 20 autres chasseurs qui vous aideront à pulvériser les météores restants, expliqua l'extraterrestre. Et si cela tourne mal, lâcha Wilde, le seul danger reste une collision avec un bout de météore, mais les risques sont infimes. Les évolutions dans l'espace sont très vastes et les distances élevées. Vous ne courez aucun mal. Étant le premier humain contacté, vous êtes le chef de cette mission. Je vous souhaite la victoire, dit l'Uranien. Déjà, des chasseurs stellaires apparaissaient aux alentours de la base des Uraniens. Wilde les regardait approcher comme dans un rêve. Ils portaient l'enseigne des Nations Unies sur leurs carlingues et leurs dérives arrière. Les pilotes étaient de différentes nationalités choisies dans l'élite des combattants. Les extraterrestres rassemblèrent les 20 pilotes qui devaient d'abord pulvériser le météore dans une grande salle. De la musique relaxante reposait l'état psychique des premiers héros. Ironhide leur adressa un salut ainsi qu'aux Uraniens qui les accompagnaient. À présent, embarquez à bord des chasseurs stellaires. Préparez-vous au combat, reprit l'extraterrestre. Préparez-vous au combat. Dans l'ordre, les pilotes prenaient place à bord des engins, s'assurant du bon fonctionnement de leurs manœuvres. Suivez-le, général Wilde, en formant un triangle, dit l'Uranien. Les chasseurs stellaires équipés s'élancèrent un à un dans le vide obscur de l'espace. Le météore n'était plus qu'à 2 mois de la collision supposée avec la Terre. Les 20 premiers chasseurs quittèrent la base uranienne vers la région désignée. La structure de leur carlingue vira au rouge sous l'accélération de leur propulseur. Le général Wilde se mis sur écoute avec le reste de l'escadre. Général Wilde, commandant de la formation des Nations Unies, prototype 1, à vous. Répondez-moi dans l'ordre de vos immatriculations. Ok, demanda Tony, les yeux rivés sur le système de pilotage. Ici, colonel Thompson, armée des États-Unis. US Air Force, chasseur stellaire numéro 2. Tout va bien, général. Nous vous suivons. Général Wilde, chef d'escadre, chasseur stellaire numéro 1, je vous donne l'ordre de virer vers la constellation de la Balance. Vérification des systèmes de pilotage. Générateur d'énergie, ok. Poussée, ok. Et suivi de cap, ok. À vous. Tous, ok. Nous sommes dans les normes générales. Dire ensemble des astropilotes. Passez en pressurisation de cabine. Un bruit lent et typique expliqua le retour d'air respirable dans l'habitacle. Vous pouvez ouvrir vos casques, lança le général Wilde. Dans 2 heures, manœuvre de pilotage automatique, réglage du cap et de la trajectoire. Vous aurez droit après pour 10 heures de sommeil. Terminé. L'escadrille d'intercepteurs au bout du temps voulu capta l'image du météore. Les astronautes ajustèrent leur trajectoire de vol en automatique et quittèrent leur siège pour des couchettes situées à l'arrière des cabines de pilotage. Et les engins voguèrent pendant 2 heures sans défaillance. Lancés à grande vitesse, ils étaient maintenant loin de la Terre. Un pilote restait en éveil pour surveiller l'ensemble de la formation dans les consignes et intervenir
au moindre danger ou imprévu. Mais la technologie uranienne était rigoureuse et fort avancée. Lorsqu'ils furent en forme et réveillés, l'image d'Ironhide apparut sous leurs écrans respectifs. Terriens, vous allez bientôt avoir l'écho du météore sur les systèmes de tir. Vérifiez vos systèmes d'armement, ordonna-t-il. Oh, s'écrièrent les astronautes, nous avons l'écho. Affirmatif. Suivez-moi et ouvrez vos canons laser. Je vous donnerai ordre de tirer lorsque notre disposition sera parfaite pour unir les tirs de rayons destructeurs et amorcer la manœuvre de repli, commanda le général Wild. La formation terrienne dessina une figure en forme de croix ou de signe positif. Elle approchait à très grande vitesse du météore. Commencez le réglage de la visée, lança Ironhide. Le corps céleste apparut nettement sur l'écran de visée des canons. Nous devons tirer au même moment et à la même cadence, fit le général Wild. Mais général, nous sommes à 30 000 unités d'approche, demanda un astronaute. Apprenez à annoncer votre numéro de chasseur et votre nom avant de parler, colonel, dit Wild. Pardon, général, ici chasseur stellaire 14, colonel Rodriguez, armée des Nations Unies. Je n'arrive pas à croire que nos rayons seront effectifs à une telle distance. Un son se fit entendre dans les cabines suivi d'un témoin lumineux rouge sur les tableaux de commande. Ici, général Wild, chasseur stellaire numéro 1. Dès que vous verrez l'ordre d'ouvrir le feu inscrit, ouvrez le feu sans hésiter, ordonna l'Américain. Ici, général Ivan, chasseur stellaire numéro 10. Je suis prêt. Colonel Saoud, chasseur stellaire numéro 12, je suis prêt aussi. Nous sommes dans le rouge aussi, général Wild, dirent les astronautes. L'ordre s'inscrit. Des rayons blancs d'une force inouïe aveuglèrent nos amis et frappèrent le corps céleste qui semblait ne point être atteint. Appuyez le feu pendant 30 secondes, expliqua Wild. Tout à coup, dans leur écran, le météore se scinda en 2 parties, puis en 4. Wild cria de joie. Commandant de la montagne, chasseur stellaire numéro 9, armée des Nations Unies, nous venons d'atteindre le météore. L'image d'Ironhide apparut sur les écrans. Sa voix caractéristique laissa tomber. « Je vous félicite, général Wild. Réduisez votre vitesse. Vous pouvez vous reposer à présent afin d'entamer demain, c'est-à-dire dans 8 heures, la phase de destruction des parties restantes. » Les astronautes reprogrammèrent le pilotage automatique de leurs chasseurs et amorcèrent une phase de repos. Ils allongèrent à l'arrière de leur cabine qui était une capsule plutôt qu'un simple intérieur de cabine. La formation continuait sa course à l'allure réduite vers les blocs brisés du météore. Nos héros s'endormirent, là et fatigués, pendant plusieurs heures. Après un long sommeil réparateur, Wild s'éveilla doucement. Couché à l'arrière du cockpit, il scruta les informations de vol, l'autonomie et réveilla le reste de l'escadrille par des messages sonores. Les astronautes reprirent leur place aux commandes de leurs chasseurs de l'espace. Leur verrière laissait apparaître le ciel étoilé. Un écran désigna les cibles à pulvériser. Un ordre fut donné par Wild d'accélérer vers les débris les plus gros du météore. L'équipe s'emballa tel un essaim d'abeilles vers l'objectif déterminé. Général Tony Wild, chasseur stellaire numéro 1, préparez-vous à briser les cibles. Les faisceaux destructeurs fusèrent des canons et après quelques minutes, les météorites éclatèrent sous les chocs. Il ne restait plus que quelques débris et des nuages de poussière du terrifiant météore. L'image du souverain Namuri apparut sur les écrans de communication des chasseurs. La Terre était en liesse à l'annonce de la réussite de la mission. Le monarque d'Atlantide leva la main en signe de reconnaissance et de salut. Il parla dans un étrange langage. Cela voulait dire merci. Pour la première fois, sans le canon Atlante, le météore fut neutralisé. L'ordre fut donné à Tony Wild de rebrousser le chemin vers la Terre, ainsi qu'au reste de l'escadrille de l'espace. L'humanité avait fait un nouveau bond de géant avec la découverte et l'aide des extraterrestres uraniens. Ironhide, à la peau couleur de mercure brillante, comme l'aluminium, surnommé Phénix par les Atlantes, avait réussi 2 choses. Repousser les Sidoniens de la Terre, ses ennemis jurés, et propulser les humains vers la destruction d'un danger inconnu jusqu'alors.
Un météore géant, plus grand que la Lune, sur la Terre, une aire d'atterrissage fut inaugurée par le secrétaire général de l'ONU et le président des États-Unis afin de recevoir l'escadrille victorieuse des chasseurs stellaires. Mais un secret restait en place pour le bien de l'humanité. L'existence des extraterrestres devait être maintenue. Les chasseurs stellaires furent divulgués aux nations comme une coopération de technologie internationale. L'aire d'atterrissage portait maintenant le nom d'Area 52. Quelques jours suffiront à nos amis pour rejoindre la Terre. À l'aube d'un vendredi, l'escadrille apparut dans le ciel au-dessus d'un observatoire. Les voilà, s'écrièrent des astrophysiciens et des savants de toute nationalité. Ils arrivent, firent ingénieurs et astronautes de la NASA. Des mouvements de population s'installèrent à proximité de l'Area 52. L'Agence spatiale européenne, l'ESA, et plusieurs autres organisations relatives à l'espace étudièrent leur approche et entraient dans l'atmosphère. L'Uranien Ironhide les fit atterrir sans danger sur l'air où s'était peint un grand V, symbole de victoire. Les chasseurs stellaires se posèrent sans difficulté et une foule importante de journalistes voulut les prendre d'assaut, mais les services de sécurité et l'armée veillaient à l'ordre. Un flot touristique ébranla cette région du monde. Les astropilotes furent évacués dans la plus grande sécurité sous les applaudissements de grandes personnalités civiles, politiques et scientifiques. Ce fut un grand événement dans l'histoire de l'humanité. La première escadrille de l'espace décollant directement de la Terre voyait le jour. Fin du livre, Ironhide, page 320.